Il y a une date entourée de rouge pour Maranello et ce n'est pas Barcelone ni Monaco, mais plutôt le Canada. En effet, au Canada, débuteront les aides que Ferrari recevra de la part de la FIA concernant l'adaptation, donc le développement supplémentaire qui peut avoir lieu sur le moteur. Et cela est nécessaire pour tous les motoristes qui sont en difficulté pour rattraper le moteur de référence qui en ce moment est Mercedes. Donc nous avons une date officielle qui sera celle du Canada où arriveront les aides de Ferrari qui serviront à combler ce manque de puissance estimé à 25 chevaux sur le moteur Mercedes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons également voir les tests que Ferrari programme, tant celui de Monza qui arrivera en avril que celui qui est prévu au début d'avril, les 1er et 2 avril, à savoir celui du Mugello. Et nous devons également parler de Max Verstappen et de sa clause de sortie de Red Bull, et il pourrait éventuellement changer d'équipe ou se retirer. Et enfin, allons voir le bug du système qu'a eu Mercedes. Cela dit, commençons tout de suite. Le programme débutera officiellement après Miami, première étape américaine du calendrier. Ferrari satisfait aux critères prévus par le règlement. Son moteur à combustion interne est au moins 2% moins puissant que celui de Mercedes, qui représente actuellement le point de référence absolu pour la puissance thermique. Une estimation qui, parmi tous les chiffres, vaut environ 25 chevaux, un écart qui a été clairement visible lors des 3 premières courses de la saison, chaque fois que la Ferrari SF26 devait décharger puis récupérer l'énergie électrique. La mesure, il convient de préciser, se base exclusivement sur le thermique, la partie électrique reste hors de l'équation, mais le déficit du moteur à combustion se propage inévitablement sur la recharge et sur l'alimentation même de l'MGK. Le Canada est la fenêtre la plus proche, mais ce n'est pas la seule option sur la table. Tout dépendra de la disponibilité des nouvelles spécifications et de la volonté de l'équipe d'attendre une fenêtre de test plus contrôlée pour délibérer sur le paquet. Le week-end de Barcelone, du 12 au 14 juin, représente une alternative concrète avec de meilleures conditions pour recueillir des données propres avant de s'engager avec la nouvelle unité en course. En attendant, le travail sur la Ferrari SF26 se poursuit sur plusieurs fronts. Il ne s'agit pas seulement de matériel, les logiciels et les algorithmes pour la gestion électrique font partie intégrante du développement. À Maranello, ils ont choisi des batteries de plus grande taille par rapport à la concurrence. Un pari technique construit sur le long terme. Un choix qui, selon les intentions des concepteurs, devrait porter ses fruits au fur et à mesure que la saison progresse et que la compensation du paquet s'approfondit. À partir du Canada, Ferrari veut être une autre voiture. Et faites attention à un point important, car la Ferrari a un déficit de puissance d'au moins 25 chevaux par rapport à Mercedes, pas de 25 chevaux effectifs. Cela signifie que le moteur Ferrari a un écart par rapport au moteur Mercedes de 2%. Mais il se situe dans la fenêtre entre 2% et 4% et recevra donc une mise à jour supplémentaire de développement sur le moteur. Cela ne veut pas dire que le déficit de puissance avec le moteur Mercedes est effectivement de 25 chevaux. Il se situe dans cette fenêtre de 2% à 4%, donc il est d'au moins 25 chevaux, mais pas exactement, je pense m'être bien expliqué. Quoi qu'il en soit, c'est une mise à jour très importante pour Ferrari pour essayer de récupérer sur le moteur thermique. Et nous savons qu'inévitablement, si vous récupérez sur le moteur thermique, vous gagnez aussi quelque chose sur le moteur électrique. Parce que le superclipping est plus important, il parvient à récupérer plus d'énergie électrique de l'MGK qui va ensuite à la batterie. Ferrari ayant également choisi des batteries différentes, avec une connexion différente de celle de Mercedes, pourra donc profiter de cet avantage supplémentaire. Donc attention, on va récupérer aussi de l'énergie électrique au cours du tour, pas seulement sur la partie thermique. Mais voyons aussi le test que Ferrari a programmé, celui de Mugello et celui de Monza. Un avril sans course ne signifie pas un avril sans travail. Au contraire, pour Ferrari, cela pourrait être le mois le plus chargé de toute la saison, du moins sur le plan du développement. Avec l'annulation du Grand Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite, le calendrier a ouvert une fenêtre inhabituelle. Une fenêtre que chez Maranello, ils ont décidé d'exploiter à fond, avec un programme de test articulé sur 3 circuits différents en l'espace de quelques semaines. On commence demain, 1er avril, à Mugello, 2 jours de session TPC, Testing Previous Car, avec la SF25, un choix rendu possible par une modification réglementaire introduite avec l'ère 2026. En effet, la FIA a étendu les essais avec des voitures précédentes aux monoplaces de l'année dernière, car les nouvelles voitures actives n'ont rien en commun avec les précédentes à effet de sol. Au volant se relayeront Antonio Giovinazzi, Arthur Leclerc et Antonio Fuoco, les pilotes d'essai qui alimentent quotidiennement le travail au simulateur. Aucun titulaire, mais des sessions loin d'être routinières.
La semaine suivante, entre le 9 et le 10 avril, ce sera au tour de Fiorano, test sur mouillé artificiel avec la Ferrari SF26, avec la possibilité qu'au moins un des pilotes titulaires soit présent. Une session précieuse pour recueillir des données sur le comportement de la voiture dans des conditions contrôlées et répétables. Le moment le plus attendu est cependant celui de Monza, mardi 22 avril. En effet, Ferrari utilisera le Filming Day de 200 km sur le circuit Brian Solo avec Leclerc et Hamilton. Le choix du temple de la vitesse n'est pas anodin. Monza est l'un des circuits les plus exigeants en matière de recharge énergétique et l'équipe doit comprendre combien de progrès ont été réalisés sur ce front ainsi que sur le développement aérodynamique. On dit que d'autres équipes prévoient des sessions similaires à Monza à des jours différents. Le rendez-vous d'avril sert également à délibérer sur le paquet de Miami et au centre de ce paquet se trouve l'aileron Macarena. En effet, l'aileron inversé devra être prêt et validé avant le redémarrage du 3 mai pour la Floride. Pour Miami, la Ferrari SFT6 a besoin de plus de vitesse de pointe et de réduire la traînée dans les zones d'accélération. Et tout laisse penser que les mises à jour viseront à améliorer l'efficacité aérodynamique sans sacrifier l'appui que la voiture a déjà montré avoir, tout en ayant un excellent châssis. Vasseur, entre-temps, profite du dépassement sur Russell et de Suzuka. Ce n'était pas seulement une question de podium expliqué. Arriver devant Mercedes envoie un message clair aux personnes à l'usine, qui en ce moment poussent à fond. Un détail qui vaut plus que n'importe quel classement provisoire. Il y a donc 3 essais prévus, un au Mugello, un à Fiorano et un à Monza. Le plus important, inutile de le dire, est celui de Monza, où l'aileron Macarena sera testé et donc l'efficacité aérodynamique de la Ferrari qui doit s'améliorer avant Miami. Il est certain que la Ferrari peut profiter de cette pause d'avril et avoir un avantage réel. Parce que les gars, soyons clairs, si nous étions allés à Bahreïn et en Arabie Saoudite, Mercedes aurait sûrement encore gagné. Au lieu de cela, cette pause d'avril permet à Ferrari de développer davantage la Ferrari SF-T6 et de se présenter à Miami avec une voiture plus compétitive. Et à partir de là, essayer de reconstruire son championnat. L'ala Macarena, donc l'aile inversée, servira à Ferrari pour améliorer la traînée de la monoplace, mais les améliorations concrètes arriveront avec le développement du moteur, donc avec la duo, à partir de la course du Canada. À partir de là, nous verrons réellement une vraie Ferrari. En ce qui concerne les 2 autres tests, celui du Mugello et celui de Fiorano, eh bien celui du Mugello sert aux pilotes d'essai à essayer de reprendre en main la Ferrari SFT5 et donc aussi, disons, à reprendre le programme. Le programme de développement, et c'est plutôt un simulateur, piste, mais ce n'est pas un test effectif pour améliorer la Ferrari SFT6, mais on va tester surtout les caractéristiques du moteur. En ce qui concerne le test sur sol mouillé, il servira à avoir une première idée de la façon d'interpréter ce nouveau règlement dans ces conditions et à préparer déjà des réglages qui seront ensuite utilisés pendant la saison. Mais il y a un aspect qui n'est pas secondaire et qui s'est déroulé pendant le GP du Japon. En effet, à Maranello, le box remote Ferrari fonctionnait à pleine intensité et était divisé en mini-structures séparées pour le moteur, la fiabilité, les performances, les pneus et la stratégie. En effet, en suivant la journée de l'intérieur, on voit que chaque ingénieur a une ligne radio directe avec le Japon et répond calmement aux demandes qui arrivent de la piste. Calme qui, dans les derniers tours, aurait un peu diminué. Lors des premiers relais, les préoccupations de Leclerc concernent le moteur, puis à partir du tour 17, il se concentre sur les pneus et, dans la phase la plus délicate, la lutte avec Mercedes. Des assurances arrivent de l'usine, c'est une gestion de l'énergie, un peu de graining, rien de structurel. Le monégasque a confiance pour entrer dans les box au moment prévu et la situation se stabilise. La fin est une autre histoire, en effet. Lorsque Russell s'approche pour l'attaque décisive, les ingénieurs à Maranello sont déjà debout. Non pas parce qu'ils ont vu quelque chose à la télé, mais parce que la télémétrie les avait prévenus à l'avance. La Mercedes avait encore la batterie chargée pour lancer l'offensive finale. Et ici, il y a eu un haut de déception qui a rempli la salle lorsque Russell a attaqué la chicane. Et puis, l'émerveillement collectif et sincère pour ce qui se passe juste après, à savoir que Leclerc, à l'extérieur du virage 1, a repris la position. Un mouvement magnifique.
Et il y a un détail qui émerge du récit en effet qu'il faut souligner. Leclerc, après avoir vu ce nouveau règlement et après la deuxième course en Chine, a construit autour de lui un système personnel d'analyse des données. Non lié à Ferrari en tant que structure, mais dédié à étudier ces nouvelles voitures de l'intérieur. Moteur, énergie, chaque variable du règlement 2026. C'est une équipe privée au service de sa compréhension technique de Leclerc. Donc une équipe qui est construite par le pilote lui-même. À une époque où les voitures sont devenues des objets énormément plus complexes à interpréter, Charles a décidé de ne pas se fier uniquement à ce qui arrive du mur des stands, mais de se constituer une équipe qui analyse les données et lui permet de mieux comprendre ces nouvelles voitures. Le garage à distance prend cette année encore plus d'importance par rapport aux années précédentes, surtout en ce qui concerne la gestion énergétique, car non seulement les pilotes sont rassurés et aidés dans la gestion des pneus, des stratégies et aussi dans la gestion du carburant, mais également dans la gestion énergétique qui devient encore plus cruciale. Ils sont donc informés tour par tour sur où freiner, où récupérer de l'énergie, où faire de la récupération, en somme toutes ces composantes qui deviennent fondamentales pour attaquer mais aussi pour se défendre, comme nous l'avons vu à Suzuka. En effet, Ferrari, en partant très bien et en se retrouvant devant les Mercedes ou les motorisés Mercedes, est plus susceptible de se retrouver dans une situation de défense. En somme, elle doit se défendre contre les adversaires, elle doit comprendre à quel moment utiliser l'énergie, et à ce moment-là, le pilote est aidé par le garage distant, qui devient encore plus important cette année. Mais nous devons parler d'une autre bataille que Max Verstappen est en train de mener, à savoir celle de sa carrière. Les mots prononcés par la BBC sonnent un peu similaires, construits avec cette précision chirurgicale qui ne laisse pas de place à l'ambiguïté. Je me demande si cela en vaut vraiment la peine, a-t-il dit. Si tu ne profites pas pleinement de ce que tu fais, je ne pense pas qu'il soit naturel pour un pilote de course de continuer. Ce n'est pas un message explicite, mais c'est assez clair pour être lu comme tel. Derrière la fatigue déclarée, la relation difficile avec ces nouvelles monoplaces, l'envie de rester chez soi, de voir des amis, d'être avec la famille, il y a au moins 3 niveaux de lecture. Le premier est authentique. La Red Bull RB22 est une voiture qu'il n'aime pas et ses observations techniques sont sensées et légitimes. Le second est la crise technique de Red Bull. En effet, il avait averti à la fin de 2025 que l'équipe partirait avec un désavantage, mais personne ne s'attendait à quelque chose d'aussi profond. Certes, le moteur n'est étonnamment pas le problème. L'unité de puissance de Milton Keynes a surpris la concurrence dans le bon sens. Le problème, cependant, est le châssis qui a toujours été le point fort de Red Bull si l'on y pense. L'adhérence, l'appui et la maniabilité font défaut. 16 points au classement contre des structures qui sont les mêmes qu'Alpine. 2 de l'As, et cela fera frémir le sang. Des chiffres qui font mal pour Red Bull elle-même, qui est une équipe habituée à gagner et à dominer devant. Mais le troisième niveau de lecture des paroles de Verstappen est peut-être le plus personnel. En effet, l'année dernière, Mercedes avait fait une offre à Max. Verstappen a choisi de rester chez Red Bull, une équipe modelée autour de lui, un salaire que Brackley n'aurait jamais pu égaler. C'est une saison 2025 où il est resté en lutte pour le titre jusqu'à la dernière course. Ce sont toutes des choix défendables. Mais à ce jour, Mercedes domine, Antonelli a explosé et Toto Wolff a 2 jeunes pilotes avec des contrats pluriannuels et cette porte très probablement est fermée. Cependant, la clause contractuelle est encore ouverte. En effet, selon le Télégraphe, Verstappen pourra se libérer de Red Bull s'il n'est pas parmi les 2 premiers du championnat des pilotes à la pause estivale. Parmi les 2 premières positions, des conditions plus favorables par rapport à 2025, lorsque la limite était le top 3. À la lumière de la façon dont la saison a commencé, il peut déjà se considérer virtuellement libre de Red Bull. Il aura jusqu'en octobre pour communiquer sa décision. S'il continue en Formule 1 d'abord, et dans quelles équipes? Il y a 2 voies. Une porte est Mercedes, même si Toto Wolff a déclaré publiquement avoir sécurisé Russell et Antonelli, et l'autre porte est en dehors de la Formule 1. Une année sabbatique, le GT3, les MAN, des scénarios très différents les uns des autres, mais tous 2 réels. Pendant ce temps, Red Bull fait également face au chaos technique quotidien. Ajar, à Suzuka, a conduit avec des problèmes de batterie. Il a utilisé des mots très durs sur le comportement de la Red Bull RB22. Elle était ingérable, elle était même dangereuse. Le paradoxe de ce week-end japonais est que la voiture semblait plus rapide en qualification sans les mises à jour apportées à la voiture de Verstappen. Un signe que le travail de développement progresse dans la mauvaise direction en ce qui concerne Red Bull. Verstappen a choisi la stabilité l'année dernière.
Aujourd'hui, ce choix pèse de manière négative. Et combien de fois l'avons-nous dit à Max l'année dernière? Doit-il changer d'équipe? Je l'ai dit tant de fois dans mes vidéos. À mon avis, le meilleur choix, à la lumière du nouveau règlement, étant donné que les moteurs hybrides changeaient complètement, était de quitter Red Bull pour aller chez Mercedes. D'autant plus que nous avons vu le départ d'Adrian Newey, nous avons vu le départ de Christian Horner, des éléments clés de Red Bull elle-même. Bien sûr, l'année dernière, Red Bull a terminé la saison sur une note positive car elle a réussi à rattraper McLaren, ce qui semblait presque impossible avant la pause estivale. Et donc cela a certainement alimenté les rumeurs selon lesquelles Verstappen avait raison de rester chez Red Bull. Mais de mon point de vue, la meilleure chose était d'aller chez Mercedes. Le problème est que Mercedes elle-même a bien fait, de mon point de vue, de garder Kimi Antonelli et George Russell, car ce sont deux pilotes très forts, tous deux jeunes, surtout Kimi qui a un long avenir devant lui et de nombreuses victoires à venir. Donc Mercedes a bien fait de parier sur ses pilotes, mais pour Max, il valait mieux changer d'équipe. C'était le meilleur choix pour sa carrière. En ce moment, il se retrouve dans une équipe qui n'est pas compétitive, une voiture ingérable et une Formule 1 qui ne lui plaît pas du tout. Il voit donc tout en négatif et critique tout, allant même jusqu'à penser à se retirer, ce qui semblait impossible jusqu'à l'année dernière. Nous verrons donc un peu ce que Max choisira. Il pourrait aussi décider de prendre une année sabbatique et de se consacrer à d'autres courses en sport automobile comme les 24 heures du Mans, envisager de courir en GT3. En somme, tant d'options, mais perdre Max ferait mal à la fois à Max Verstappen lui-même et à la Formule 1 car elle perdrait un champion du monde à 4 reprises. Et 3 jours après Suzuka, la Formule 1 fait encore le bilan de ce qu'elle a vu, pas seulement de la course, pas seulement du classement. Suzuka a rouvert une fenêtre sur quelque chose de plus profond, sur les limites de ce règlement, sur la fragilité de certaines techniques et sur une Mercedes qui domine mais qui pour la première fois a également montré où l'on peut frapper. Commençons par la Mercedes V17. Suzuka a mis en évidence ses 3 piliers avec la clarté que les 2 premières courses n'avaient pas complètement restituée. Unité de puissance, châssis et la capacité de combiner les 2 éléments de manière à ce que le surplus de moteur s'imbrique sur une base déjà excellente. Ce n'est pas seulement de la puissance, cela a été vu dans le Serpent, une zone déclarée sans déploiement par la FIA, c'est-à-dire sans utilisation de l'énergie, où en substance l'hybride de délivrance doit être éteint et envoyé en recharge. En somme, l'hybride à ce moment sert à recharger la batterie. Dans ce tronçon avec des rapports bas, moteur haut dans les tours, la Mercedes V17 s'est révélée compétitive alors que la Ferrari SF26, qui avait pourtant enregistré le meilleur temps au premier intermédiaire, utilisait plus d'énergie sur les lignes droites de départ. L'avantage pour Ceres n'est pas concentré en un seul point, il est systématiquement distribué et c'est pourquoi il est difficile à attaquer. Antonelli l'a rendu évident de manière presque cruelle. Lorsqu'il a eu de l'air libre dans le deuxième relais, la marge est devenue de 6 à 7 dixièmes par tour, au moins parmi les dixièmes qui naissaient dans le premier secteur, même lorsque Piastri se trouvait en air propre devant le groupe des poursuivants, et pourtant Suzuka a aussi montré l'autre côté. En effet, George Russell n'a jamais réussi à émerger dans le trafic. Il a raté son réglage en misant trop sur l'avant, sur une piste réasphaltée qui n'a pas montré de graining, et il en a payé les conséquences, avec un arrière déséquilibré qui l'a rendu vulnérable dans les duels. Et la Mercedes V17 dans le trafic est attaquable. On l'avait déjà vu en Australie et en Chine et ici au Japon, nous l'avons confirmé. Leclerc l'avait anticipé après la Chine. Le seul moyen de battre Mercedes dans ce jeu de charge et décharge est de répondre coup sur coup, virage par virage, et Suzuka a eu raison. La McLaren, de son côté, a trouvé une piste étonnamment favorable. Le nouvel asphalte avec plus d'adhérence et moins de graining a compensé en partie le manque d'appui pur qui avait pénalisé la McLaren MCL40 à Melbourne et en Chine. Et un bon rythme qui a presque surpris l'équipe elle-même en attendant les mises à jour qui arriveront à Miami, dont Walking s'attend à débloquer le potentiel réel de la voiture. Et puis il y a l'incident de Berman et celui-là ne peut pas être classé avec une ligne. Corapinto avait épuisé sa charge, Berman était plein de rythme avant la spoon, et la différence de vitesse estimée entre les deux monoplaces était entre 40 et 50 km au métache. Le changement de direction de l'Argentin a déclenché le contact, mais l'écart de vitesse l'a transformé en quelque chose de beaucoup plus violent que ce qu'il aurait été autrement. Andrasella avait été le premier à mettre en garde sur ce scénario déjà lors des essais à Bahreïn.
Il avait cité Valence 2010, la Red Bull de Weber qui avait décollé sur les pneus arrière de la Caterham de Kovalainen. Le risque de revoir des situations similaires était réel et Suzuka l'a rendu concret. Sa position est maintenant claire et cela doit être le premier point à l'ordre du jour de la réunion d'avril entre la FIA, les équipes et la Formule 1. La proposition qu'il défend est de réduire le super clipping de 350 à 250 kg/h, une modification qui, selon ses intentions, éliminerait la nécessité pour les pilotes de lever le pied de l'accélérateur, ajustant ainsi le delta de vitesse qui a rendu l'accident possible. Une mesure de sécurité avant même d'être une question de spectacle. Andrassel a également analysé l'effet yo-yo qui a caractérisé de nombreux dépassements à Suzuka, ces contre-dépassements liés exclusivement à la recharge de la batterie, comme celui entre Hamilton et Norris. Sa proposition est de laisser aux ingénieurs plus de liberté dans la gestion de la batterie, permettant d'utiliser le moteur thermique sans être obligés de recourir à l'électrique, chaque fois qu'ils reviennent sur l'accélérateur après une phase de relâchement. Très probablement, nous ne verrions plus ces contre-dépassements liés uniquement à la charge, a-t-il déclaré. Pendant ce temps, Pirelli reste à Suzuka, 2 jours de test, mardi et mercredi, avec Red Bull et Racing Bulls, pour poursuivre le développement des constructions des pneus en vue de 2027. Les tests à Bahreïn sur sol mouillé et ceux sur la chute à Jeddah avaient été annulés en raison du conflit au Moyen-Orient et le programme de la maison milanaise a subi un ralentissement significatif. Suzuka devient donc une session cruciale. Pour la première fois, il sera possible d'utiliser les voitures de 2026 et non les traditionnelles voitures de secours, ce qui garantira des données représentatives du nouveau règlement. L'objectif principal est le développement de la construction dans la phase de perfectionnement, avec des charges aérodynamiques destinées à augmenter encore au cours des 2 prochaines saisons. À l'ordre du jour également, l'évaluation de nouveaux composés pour la C1, C2 et C3, les 3 pneus les plus durs de la gamme, ceux-là même utilisés durant le week-end. En somme, avril commence avec de nombreuses questions ouvertes et une certitude. Ce règlement n'a pas encore trouvé sa forme définitive. La réunion du 9 avril dira dans quelle mesure la Formule 1 est prête à corriger le tir et à quelle vitesse. Faites-moi savoir dans les commentaires votre avis sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur le thème de la Formule 1 et de Ferrari. Ici c'est tout. À bientôt dans une prochaine vidéo.